Bonsoir à tous. Oui, bien sûr, je vais vous le montrer déjà. On l'a déjà présenté dans l'émission. Donc, voilà, voilà. Là, vous commencez par le booklet de traduction. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et Yes, c'est bon. voici le gros volume lui-même avec deux couvertures, on va dire, exceptionnelles de Jeff Marshall, notre ami. Donc, c'est le plus long magazine qu'on a fait jusque-là. 64 pages, gros format qui a du mal à rentrer dans les bibliothèques. Donc, il faut avoir la bibliothèque qu'il faut. Là, oh, j'ai vu un article là, qui était signé José Moura-Dubec. Voilà, voilà. Donc, on a eu une quinzaine d'interviews tout à fait inédites pour, euh, pour parler du film, Barbara Carrera étant la première d'entre elles, mais on a eu aussi divers acteurs, l'infirmière de Shrublands, Michael Regnard qui fait les cascades à moto, enfin un tas de personnalités, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et je peux vous citer encore qui on va citer d'un peu connu. Valérie Léon, qui joue dans L'espion qui m'aimait, quand même, voilà, la réceptionniste qui joue la dame des Bahamas. Et un tas de gens qui sont behind the scene, comme le drapier des studios de la Victorine en France. Je vous rappelle que le film était basé dans le sud de la France, pour le gros de sa production, y compris pour les scènes africaines. Et donc voilà, tous ces gens en fait, nous donne des infos complètement inédites sur le film. Donc, c'est un. Bon, j'en suis assez fier de ce numéro. Hein, je pense que de beaucoup des numéros qu'on a fait pour le club James Bond France, c'est un des numéros où on apporte quelque chose vraiment de très neuf. On a toujours des interviews inédites dans tous les numéros. Mais là, il y a des infos sur la production du film que on n'a jamais vu ailleurs. Donc, très, très grosse fierté. Et je vais en profiter, puisqu'on est là pour évoquer aussi Opération Tonnerre, pour vous rappeler que dans le cadre du club, cette archive-là, c'était consacré à Opération Tonnerre il y a 2 ans. Il en reste 9 exemplaires, info de ce soir. Donc, si vous voulez l'acquérir encore, ce numéro exceptionnel, ben, c'est sur la boutique du club James Bond. Voilà, de nouveau, Jeff Marshall à la manœuvre pour la couverture, Jean-François Rivière, notre expert metteur en page, et puis donc moi j'ai assuré le travail de rédacteur en chef avec tous nos camarades qui ont bien voulu participer euh, sur ce numéro. Donc voilà, Opération Tonnerre. Donc on a couvert les deux frères ennemis, les frenemies comme disent des fois les. Non. Mm. Ouais. Alors, donc le site On the Tracks of 007, donc qui a l'habitude d'organiser des événements autour de lieux, en tout cas de tournage de James Bond, organise donc les 20, 21, 22 juin prochains un événement exceptionnel qui est un peu unique en France sur les lieux de tournage de GoldenEye et Jamais plus jamais dans le sud de la France, donc notamment à Villefranche-sur-Mer. Donc pendant 3 jours, il y aura la visite des lieux de tournage, donc il y aura le Fort Carré d'Antibes, il y aura la citadelle de Villefranche-sur-Mer, la Villa Efrussi de Rothschild, Monaco, voilà, tous ces sites en tout cas qui ont servi au tournage de Jamais plus jamais et également pour partie de GoldenEye. Donc spécifiquement pour les Français, en collaboration avec le club James Bond France, donc le site On the Tracks of 007 organise une soirée spéciale français, spéciale France, dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer, dans l'auditorium de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, donc le jeudi 20.
où donc les invités pourront rencontrer donc Barbara Carrera, donc qui joue Fatima Blush dans le film, pourront rencontrer Michael Ronyard, Eric en parlait, donc qui est le cascadeur moto du film. Alors il y aura des projections. Il y aura également donc des dédicaces, des interviews, des questions-réponses. Il y aura également le lancement du livre de Simon Firth qui s'appelle donc James Bond in France, donc qui recense tous les lieux de tournage en France et donc qui va sortir dans son édition française et puisqu'il est déjà sorti dans son édition britannique. Et donc il y a d'autres événements. Le lendemain, il y aura une soirée de gala, etc. Donc il y aura des événements pendant ces 3 jours, mais spécifiquement donc pour un tarif spécialement franco-français à 99 Ouais. euros de 18h30 à 22h, 22h30. Il y aura cette grande soirée à l'auditorium avec donc la présence de Barbara Carrera et la présence de Michael Ronyard. Et puis voilà, tout ça, exposition, photos, dédicaces, interviews, etc. Donc un événement, voilà, en France, on n'a pas beaucoup d'événements de ce genre, et en tout cas, en dehors de Paris ou de la région parisienne, il y en a quasiment pas eu. Donc voilà, je pense que c'est un événement auquel il est intéressant en tout cas d'assister. Merci Pierre. Normalement, si toute réserve, normalement mon micro doit refonctionner à nouveau. Vous aurez l'occasion de m'entendre sur mes différentes intros lors du replay. Il n'y a pas de problème parce qu'on est sur deux sources différentes. Ce que vous voyez vous en diffusion et ce que mes collègues Julien, Pierre, Eric et Jean-Jacques entendent. Donc lors du replay, vous aurez ma vraie voix. Donc on refera un montage et demain matin, normalement, vous aurez le replay comme d'habitude vers on va dire 15h30, 16h. Donc ce soir, l'émission n'avait pas pour vocation de parler uniquement de Jamais plus jamais. J'espère que vous m'entendez. Voilà, j'attends vos retours sur le chat en direct. Normalement, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Parce que quelquefois, bon, micro USB, honnêtement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Surtout quand on travaille sur Windows. Voilà, donc après, je n'ai rien contre Microsoft. Je n'ai rien contre Bill Gates en particulier, ni contre Elon Musk, ni contre la Terre entière. Mais voilà, donc malheureusement, l'informatique n'est pas une science exacte. Si ça était le cas, ça se saurait. Bref, ce soir, spécial Jamais plus jamais contre Opération Tonnerre. Et nous avons pris le parti, pendant à peu près 90 minutes, d'évoquer un petit peu les grandes thématiques de ce qui peuvent différencier ces deux grands films. L'un sorti en 1935, l'autre en 1983, qui prennent souvent le parti d'avoir des axes communs, mais qui sont fondamentalement différents sur le traitement, le fond et la forme. Ils sont tous basés naturellement sur le roman de Ian Fleming, Thunderball, lui-même un plagiat qui a ouvert la voie à un procès qui a été assez retentissant et qui a joué lui-même sur la santé de Ian Fleming en 1959, 1961, etc. Et je voudrais vous entendre sur une première chose, et ça sera la première thématique de notre mission. Mais avant ça, je me permets quand même de vous rappeler que 007 TV, c'est des réseaux sociaux, c'est Facebook, un groupe, une page, X, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Pensez à vous abonner, etc. C'est important. Et à l'issue du replay, pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça nous aide au référencement. C'est important. Voilà. Donc ça, je voulais le dire. C'est en quelque sorte une figure imposée. Et ce soir, donc, par rapport à ce que je disais, Jamais plus jamais contre Opération Tonnerre, je veux dire, la première thématique, c'est tout d'abord l'histoire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, roman de 1961, Ian Fleming a réadapté un draft qui était à l'origine prévu pour une série télé, écrit par Kevin McClory et... Pierre, aide-moi. Jack Whittingham. Voilà. C'était pas une série télé, hein. C'était un film. C'était un film. C'était un film. Oui. Pour lequel d'ailleurs, tu sais, en fait, on se rend pas compte, mais les dates étaient très très proches d'Eon. Quand ils ont présenté en 1959 des storyboards au Festival de Venise,
En 60, le projet tombait à l'eau. En 61, il commençait à écrire Doctor No. Tout ça, ça s'est suivi. C'est pour ça que M. McClory, quand il a vu que le succès de James Bond se faisait sans lui, il a pris aussi un peu le phare. C'est un homme fier, avec un certain caractère, mais voilà. Donc, ouais, tout ça s'est enchaîné quand même. C'était un film, effectivement, ils avaient fait, à un moment, envisagé une série télé. Commander Jamaica, c'était le nom. Oui. Et ils C'était ont avant, effectivement, voilà, et ils ont fait quelques synopsis, hein, Pierre, tu confirmes. Voilà. mais ça n'a rien à voir avec McClory, la Mm, série télé. mm, C'était exact. pour ITV, c'était Commander Jamaica, d'ailleurs, qui a donné un des épisodes, a servi pour Doctor No. Donc c'était quelques années avant. Mais effectivement, c'était un film, c'est-à-dire que Kevin McClory est tout de suite intéressé pour faire un film de James Bond et refuse d'adapter un des romans parce qu'il veut quelque chose de très cinématographique. Et c'est pour ça il va y avoir, c'est peut-être le Bond le plus cinématographique quelque part, parce que et le roman est peut-être aussi le plus cinématographique, parce que voilà, il y a des batailles sous-marines, parce qu'il y a les Bahamas, parce qu'il y a des choses comme ça. Il y a le vol d'ogive, et donc voilà, c'est adapté, c'est écrit pour le cinéma au départ. Alors, mais justement, et je vais vous entendre à tour de rôle, Julien, Jean-Jacques, Pierre et Eric. Selon vous, et c'est la première thématique de cette émission, quel est pour vous le film le plus conforme à l'esprit de ce qui avait été écrit en 1959, publié en 1961, Jamais plus jamais, ou Opération Tonnerre? De par l'interprétation des personnages, les lieux, etc., l'ambiance, quel ressenti vous avez là-dessus? Tiens, et je vais entendre, pour ceux qui ont lu le roman, je vais commencer par Julien ou Jean-Jacques. Moi, je peux commencer tout de suite, parce que je ne l'ai pas lu, ce D'accord, roman. ok. Donc, voilà, comme ça, Donc, c'est très voilà. vite fait. Ou Jean-Jacques. Bah, moi, Siège je l'ai lu. éjectable. Moi, je l'ai lu et effectivement, je l'ai trouvé très similaire au roman. Je dis pas c'est un copier-coller, mais bon, c'est encore dans les Sean Connery, c'est vrai, c'est un roman qui est vraiment adapté. Il y a peut-être quelques scènes, on est d'accord avec par rapport au polichement de Aston Martin, c'est un peu ridicule, mais bon, la trame générale, c'est tout à fait ça. Et franchement, c'était réussi. C'était proche des romans, c'était proche de l'univers, et j'invite même les nouvelles générations à se replonger dans les œuvres de Ian Fleming pour se faire plaisir. Voilà, Ouais. pendant que vous y êtes, voilà, Opération Tonnerre, Ian Fleming, édition Fleuve Noir. C'est pas une édition plomb, c'est un Fleuve Noir. Pierre ou Eric. Jamais plus jamais ou Opération Tonnerre le plus proche de l'esprit du roman de Fleming? Proche, moi, je dirais quand même peut-être le premier, peut-être par l'époque, par la proximité de certaines scènes. Je pense que en termes de proximité, le fait que Jamais plus jamais ait été fait presque 20 ans après, 18 ans après, je crois exactement, Oui. bon, fait que on a quand même des différences technologiques, on a des différences de traitement au niveau du personnage de Kim Basinger, Domino, on a Et les la noms des manière personnages, tu en fais quoi? comment la manière aussi de, tu sais, de traiter le détournement de l'ogive, tout Bien sûr. simplement, avec la technologie, ça c'est complètement différent, enfin complètement différent. Euh, et puis c'était plus une organisation, Pierre, je parle sous ton contrôle dans le roman, il me semble elle sentait plus quand même, ce spectre sentait plus la mafia. Hein, Bah, à l'origine, hmm, à l'origine, dans les premiers scénarios qui ont été écrits, hmm, l'idée était effectivement de faire intervenir la mafia. Et puis plus tard, un peu plus tard, effectivement, à un moment ils se sont dit ah la mafia, bon. Et c'est là que effectivement est née l'organisation Spectre avec Blofeld. hmm. Mais au départ c'était la mafia. Et finalement peut-être que le plan de Spectre a quelque chose de très mafieux dans parce que c'est quoi? C'est de Une l'extorsion de fonds extension de fond, finalement. bien Ouais. sûr. Hmm. Ouais. Après, dans les deux films, là où on s'éloigne un peu de l'esprit du roman, par contre, ça c'est une différence des deux films avec la littérature, c'est que vraiment on est dans l'organisation internationale qui se planque en plus dans les deux cas sous une bonne action. Hein, on parle d'œuvres de charité qui planquent l'action criminelle. Donc, Exactement.
Voilà, dans les deux cas. Alors, je crois que dans Jamais plus jamais, avec les scènes coupées du scénario, en tout cas, c'était aussi censé se passer à Paris, comme on le voit dans D'accord. Opération Tonnerre. Au début, on voit le boulevard Haussmann, si je me trompe Et, pas. et justement, tiens, et je vais entendre Julien ou Jean-Jacques, bon, Julien qui s'est fait très discret sur la première partie de l'émission. Je veux dire, on a les résultats du sondage qu'on a organisé sur notre groupe Facebook, et finalement, il apparaît que 82% des membres plébiscitent Opération Tonnerre au détriment de Jamais plus jamais, qui ne recueille que 18% des votes. Est-ce que tu crois, Julien, que la non-éonisation, c'est-à-dire le manque de code bondien de Jamais plus jamais, nuit globalement à, on va dire, à la crédibilité du film? Pour moi, oui, totalement. Dans l'esprit du public, t'as carrément le logo officiel qui est marqué sur Opération Tonnerre que tu n'as pas sur Oui. Jamais plus jamais. Il n'a Et rien Mais l'absence du d'officiel. oui, gun je barrel, pense, etc., bien sûr. Il n'a rien malgré toutes, d'officiel. ouais, Je malgré toutes proteste. les objections d'Eric, malheureusement, je pense vraiment les personnes qui sont peut-être pas forcément tout à fait au fait de tous les tenants aboutissants, Ouais. ou encore voilà Jamais plus jamais comme le petit rechon à côté qui n'a pas les bons codes, pas les il restera très intéressant à côté, hein, mais voilà, qui ne fait pas partie de la vraie série, celle d'Eon, tout D'accord. simplement. Et dans le Mais même pour sens, moi, celui, j'en suis persuadé. Oui. dans le même sens, Jean-Jacques, et on va mixer un petit peu les thèmes par rapport à ce que j'avais prévu. Je sais que tu n'aimes pas la musique de Michel Legrand. Est-ce que tu crois sincèrement, Jean-Jacques, que ça nuit globalement à la crédibilité, là encore, du film? Bah, on n'a pas le bon thème traditionnel, donc c'est vrai que déjà ça change. Mais maintenant, c'est la composition même de Michel Legrand qui me gêne. Mais bon, c'est totalement personnel. Il y a des bons morceaux, mais on est trop éloigné de l'univers qu'on a connu. Bon, je pense que ça change. Bon, Oui, c'est-à-dire, en fait, à la même période, clairement, l'univers de John Barry. oui, tout à fait. Voilà. Ouais, il manque, je sais pas, ouais, il manque les codes traditionnels, quoi. Mais sinon, le film est excellent. Mais c'est vrai qu'il manque ce petit détail, parce que même dans le pré-générique, quand on voit, ils font un 007 qui est stylisé et qui est pas inintéressant du reste. Et, mais il manque juste effectivement le bon thème, et c'est un petit peu dommage. Donc, mais bon, c'est le seul, pour moi, c'est le seul défaut du film, hein. Si Je D'accord. tant est que ça je soit voudrais un, vraiment dire là-dessus, hein, Jean-Jacques, si tu permets, et sur Julien, en fait. C'est des réactions, je comprends. On peut être très conservateur et dire, bon, bah, il n'y a pas et la mire au début. Donc, je sais que j'ai des amis pour qui c'est très important de voir ça. C'est un de leurs gros plaisirs. Bon, donc, c'est ça, je l'admets. Mais le terme officiel, eh ben, je veux reprofiter de cette deuxième émission où on évoque Jamais plus jamais pour lui remettre une balle dans la tête. Le terme officiel, c'est le langage des vainqueurs. Il n'y a Oui, rien on d'officiel. est Tous d'accord. ces films, y compris Casino Royale 67, je vous parle pas des versions indiennes qui, elles, sont vraiment pirates. Oui, bah, mais Ce ça, sont on des est sur films autre qui sont chose, basés bien sur sûr. des droits dûment acquis. Et donc, ça n'a d'officiel que parce que Eon en a fait 22. Nos camarades d'Eon en ont fait 24. 24, ouais. Et donc, voilà, c'est la loi du plus fort, quelque part. C'est la loi du bully, du bulldog, qui grogne au-dessus des petits, quoi. Mais bon, non, il y a rien d'officiel. C'est pour ça que j'ai insisté dans ce numéro d'Archive 007 consacré à Jamais plus jamais. C'est un film indépendant. oui, on est Ça d'accord. correspond à une réalité. Oui, Je, 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 je d'ailleurs, nuis pas. d'ailleurs, je rappelle. me permets de vous couper, après je te relaisse la parole, Pierre, mais Patrick a raison quelque part. Le gun barrel n'est pas un tenant, c'est pas un horizon indépassable. La preuve, c'est que dans les 3 premiers Craig, bah, il apparaît pas. Je Oui. veux dire, c'est pas l'alpha et l'oméga de la saga. Oui, On est tout à d'accord, fait, mais bon, ça en est on est d'accord. d'accord là-dessus, mais on s'y est habitué, et donc ça change, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, Jamais plus jamais est un film officiel, même si il est en parallèle. Moi, de toute Oui. façon, pour moi, c'est un vrai James Bond, et de ce côté-là, c'est indéniable. De toute façon, déjà, c'est un scénario de Ian Fleming.
Oui, ou en tout cas auquel a collaboré Ian Fleming, d'après un roman de Ian Fleming. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas officiel. Kevin McClory détenait officiellement les droits sur l'adaptation de Thunderball, donc ça peut pas être non officiel. On est tout à fait d'accord. Ce qui aurait été non officiel, c'est si, par exemple, en 1981, dans For Your Eyes Only, ils avaient nommé Blofeld. exactement. Euh, alors là, on aurait eu un film non officiel parce qu'ils n'avaient pas les droits officiellement de nommer Blofeld. À partir du moment où Kevin McClory est possesseur des droits sur l'adaptation du scénario de Thunderball, qu'il est possesseur des droits sur Blofeld, sur le spectre et sur l'intrigue, il ne réalise pas un Bond non officiel. Exactement. Effectivement, un Bond qui n'est pas réalisé par Eon, produit par Eon, ok, mais un Bond pour lequel effectivement il n'y a pas le gun barrel, pour lequel il n'y a pas le Bond thème, ok, puisqu'ils n'ont pas les droits dessus, mais justement, comme ils n'ont pas les droits dessus, ils ne les ont pas utilisés, et tout ce qu'ils ont utilisé dedans était officiel. Donc, c'est un Bond officiel. Ben oui, non mais ça, je veux dire, ce Officiel. débat-là, je pense qu'il a Ouais. été, au sein de 007 TV, ça fait bien longtemps qu'il a été tranché. Jamais plus Je suis jamais est un d'accord. film tout à fait officiel. Et tiens, je voudrais vous entendre sur la deuxième thématique maintenant de cette émission, le casting. D'un côté, on a Luciana Paluzzi, Adolfo Celli, Sean Connery, Claudine Auger. Et de l'autre, on a Barbara Carrera, Kim Basinger, Klaus Maria Brandauer et un certain Sean Connery. Lequel, selon vous, lequel casting a le plus de valeur et lequel est le plus actuel, le plus talentueux et finalement le plus en adéquation avec la thématique du film? Tiens, et on va attaquer par Jean-Jacques. Je pense que ça serait plutôt Jamais plus jamais. Il y a vraiment des, bon, mis à part Bond, mais je trouve que les Barbara Carrera est splendide dans son rôle. Elle est fascinante. Euh, Kim Basinger, elle est superbe. Elle est naïve comme dans le personnage de Domino. Et Klaus Maria Brandauer, on dirait un psychopathe, mais il est excellent. J'adore sa prestation. Donc le D'accord. casting pour moi, il est excellent. Julien. Justement, je me posais vraiment la question, même en un petit peu en posant, en me préparant un petit peu pour l'émission, et je j'arriverais pas forcément à te. Alors, je préfère Brandauer à son compère d'Opération Tonnerre. J'ai une préférence pour Claudine Auger. Ouais. Par contre, à te trouver quel est le meilleur casting, là, j'aimerais que je bloquerais un peu. Après, j'ai une petite préférence pour le cast du MI6 traditionnel. Oui. Là, Oui, je vais pas mentir. Bernard Voilà. Lee, Lois Maxwell, Ouais. etc. Ouais. Louis Maxwell et Ouais. Desmond Llewellyn. Mais sur ceux que tu as cités en Bad Guy et puis James Bond Girl, là, j'arriverais pas à me départager, très honnêtement. D'accord. Tiens, Parce que allez, Eric. Barbara Carrera est extraordinaire, franchement. Là, ouais, Eric. Allez, Eric. Ouais. Alors, il y a bien des aspects où, parce que bon, j'adore, j'aimais plus jamais, je l'ai jamais caché, mais il y a bien des aspects aussi où Opération Tonnerre fait mieux. En termes de casting, par contre, pour moi, il n'y a pas photo. Klaus Maria Brandauer est beaucoup plus subtil en psychopathe que Adolfo Celli, qui était presque un méchant de série pour moi. Oui. Barbara Carrera, j'aime beaucoup Luciana Paluzzi, Oui. honnêtement, mais Barbara Carrera, c'est devenu tellement pour moi un modèle de la tueuse folle chez James Bond que voilà, quand je parle de GoldenEye, je dis que l'actrice, elle a fait la Barbara School of Psycho Killer. Donc, On est tout à Exactement. fait d'accord. voilà, Barbara Carrera, on va aussi rappeler un petit truc au passage, c'est la seule actrice de James Bond qui a eu un Golden Globe. Ah, Voilà. d'accord. Ça, c'est quand même fait. Donc après, on passe à... Bon, Euh, Michel Yeo a eu un Golden Globe. t'as raison. Michelle Yeoh a eu un Golden Globe également. Bon, donc Barbara était la première, on va dire, mais enfin bon, voilà, oui, oui, tout à fait. Et qui en a vu? Bon, Sean Connery est égal à lui-même, et puis je le trouve très en forme, et puis il a l'air de s'amuser dans Jamais plus jamais, Ouais. même si le tournage n'a pas été. Mais par contre, disons aussi que Sean Connery était à son âge d'or dans Opération Tonnerre. Bien sûr. C'était le summum de la virilité.
Je pense que Goldfinger et Opération Tonnerre sont ses sommets et qu'il est vraiment tout pleine forme dans Opération Tonnerre. J'ai beaucoup aimé. Alors évidemment, on voit pas Blofeld dans Opération Tonnerre, mais il est extraordinaire de mystère derrière ses persiennes. Mais le rôle qui a été très charcuté, on le sait, par le montage De Max de von Max Sydow, von ouais. Sydow, tout à fait. J'ai trouvé que son côté chef d'entreprise, débonnaire quasiment, et donne un petit côté glaçant à l'activité criminelle, cynique. Finalement, lui apporte un cynisme avec cette fameuse réplique, par exemple. Vous noterez que nous avons autant vendu d'armes au gouvernement qu'aux forces rebelles sur Sur le marché de la mort, Spectre est totalement Spectre est impartial. totalement impartial. Exactement. C'est une des plus grandes répliques pour moi de la saga. Et voilà. Bon, il y a que Kim Basinger. Là, franchement, j'ai une préférence pour Claudine Auger. Elle joue la maîtresse. Alors, c'est toujours un rôle un peu ingrat de jouer la maîtresse entretenue, hein. Oui, bien sûr. Cela dit, elle est un peu étouffée, je trouve, dans Jamais plus jamais, alors que Claudine Auger fait plus femme du monde. Et en ce sens, elle amène plus d'énergie dans son rôle, et y compris dans sa volonté de tuer Blofeld à la fin. Voilà, il y a Oui, quelque chose très belle scène de d'ailleurs. demandeur. Ouais. Donc voilà, non, globalement quand même, casting, jamais plus jamais, sur ce point en tout cas. D'accord. Pierre. Alors, je dirais donc, pour ce qui est de l'argot, alors j'aime beaucoup Adolfo Celli et je trouve qu'il est très bien, mais il fait un peu méchant de bande dessinée. Et je préfère l'argot, le Maximilien Largot de Jamais plus jamais, qui effectivement qui m'inquiète, qui me fait peur, parce qu'il est complètement imprévisible et qu'on ne sait pas ce qu'il va faire la seconde suivante. Et on ne sait pas s'il va piquer une crise, s'il va tuer, s'il va éclater de rire. Et en ça, et pour moi, je le trouve très, très inquiétant et j'adore son interprétation. Alors, un peu comme Eric, alors j'adore Luciana Paluzzi dans le rôle de Fiona Volpe. Je trouve que c'est une espèce elle porte bien son nom, la Louve, c'est une espèce voilà, de tueuse un peu, pas folle, mais un peu sadique. Moi, je l'aime beaucoup. Et par contre, voilà, effectivement, le personnage Fatima Blush, donc, qui avait été écrit et qui était dans les tout premiers scénarios et qui a été réutilisé et qui n'était pas dans le roman de Fleming, mais qui était dans les tout premiers scénarios. Elle existait déjà, donc a été reprise. Et je trouve que Barbara Carrera le joue avec une telle saveur. Elle est délectable, quoi. Quand elle joue, elle est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Comme Eric aussi, je trouve que Kim Basinger est un peu effacé, écrasé entre ces deux personnalités et Sean Connery de l'autre. Donc elle est un peu effacée. Et je préfère aussi Claudine Auger, qui a un peu plus de piquant. Et par contre, je regrette peut-être qu'on n'ait pas la domino du roman. Ah oui. Ouais. Parce que je trouve que Fleming avait, même s'il était très misogyne, il avait l'art d'écrire des personnages féminins absolument passionnants. Et la Domino dans le roman est un personnage très intéressant qui passe 3 pages à raconter sa passion pour le marin des cigarettes John Players. Et c'est un régal à lire. Et j'aurais aimé que ce personnage, voilà, apparaisse. Mais je trouve que Claudine Auger est de ce côté-là passionnant. Sean Connery, c'est Sean Connery dans l'un et dans l'autre, à 2 époques différentes. Et pour moi, c'est un régal dans les deux. C'est un régal dans le premier parce qu'effectivement, il est au summum de son magnétisme, de cette espèce de sadisme du personnage de Bond par Sean Connery. Pour moi, le Bond de Sean Connery, c'est un sadique qui a trouvé une raison officielle d'être sadique, c'est-à-dire voilà, de passer ce sadisme en étant un assassin au service du gouvernement. Dans Jamais plus jamais, il s'amuse beaucoup plus. Il est plus léger, plus dans l'humour, mais ça reste le Bond de Sean Connery. C'est pas
c'est pas le crocodile, ni le gorille, ni le tigre qui ont. D'accord? Non, mais ça, Les références à... ça, on est d'accord. Il y a aucun problème pas, là-dessus. c'est pas ce type d'humour-là. Donc, et en plus, ce que j'aime, c'est quand l'humour et jamais plus jamais est très fort là-dessus. L'humour nous donne des choses, des indications sur le personnage. Et quand, par exemple, Largo, dans Jamais plus jamais, demande à Bond s'il a déjà, s'il perd avec, alors j'ai plus le dialogue Est-ce que exact, vous mais perdez aussi gracieusement que vous gagnez, Monsieur que vous Bond? gagnez, Je ne sais pas, saurais vous le dire. Je je n'ai n'ai jamais jamais perdu. perdu. Ça nous indique, psychologiquement, ça nous donne des choses sur James Bond, des éléments psychologiques sur James Bond. Et ça, je trouve ça passionnant. Et le public se régale de ça, de ce type de dialogue. Et Sean Connery est très fort pour ça, à mon sens. Alors, justement, on va passer à la thématique suivante. On parlait un petit peu du casting, on parlait un petit peu de l'histoire, etc. Et finalement, ce qui peut transparaître à travers Jamais plus jamais et Opération Tonnerre, qui ont été réalisés à des périodes différentes, l'un au milieu des années 60 et l'autre au tout début des années 80, c'est les scènes d'action. Alors, pour vous, quel est celui qui prend l'ascendant sur l'autre? Tiens, et je vais entendre, tiens, Julien ou Jean-Jacques, comme vous voulez. J'ai comme une grande préférence là pour le coup pour Entre Opération la Tonnerre. moto gadget de Jamais plus jamais, Ouais. la ceinture dorsale qui permet de s'élever dans les airs dans Opération Tonnerre, j'en passe et des meilleurs. J'ai une vraiment grande préférence pour l'action d'Opération Tonnerre. D'accord. À part le ralenti qui est utilisé hein, pas le ralenti, tout l'inverse, hein. L'accéléré qui est utilisé sur le bateau à toute Oui. fin, Ouais. où là on atteint peut-être les limites des techniques de l'époque. Ouais. Mais j'adore, c'était Peter Hunt, oui, c'était Peter Hunt hein, au montage, Ah ouais. Montage, et oui. toujours aussi efficace. Ouais. La bataille du début du pré-générique, hein, qui est que je trouve absolument génial et que j'aime me remater parce que elle est animale, elle est violente et j'aime beaucoup. Là, moi, c'est Sean Connery tel que je le conçois dans ces années-là. Je trouve ouais l'action un peu plus molle hein, dans Jamais plus jamais. D'accord. Jean-Jacques. Bah, moi, comme Julien, de toute façon, c'est connu. J'aime pas la scène finale dans Opération Tonnerre avec le bateau. Je trouve qu'effectivement, ce côté accéléré que j'apprécie pas. Et sinon, tout le reste du film, non, il est excellent. Toutes les scènes d'action, le château d'Annette, même le disco volant, mis à part la scène, mais le bateau lui-même, il est plus impressionnant par la taille que celui qui a. Non, je le trouve beaucoup plus intéressant. Il est plus intéressant déjà. L'autre, c'est simplement un yacht. Il y a pas cette subtilité qu'il y a. Mais c'est tout. Après, il y a, si, et puis bon, il y a les scènes avec, oui, avec la moto, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a, même si effectivement c'est daté, Opération Tonnerre, je trouve qu'effectivement il y a des scènes qui sont intéressantes. Maintenant, effectivement, je n'ai plus jamais et plus récent, donc il y a une autre manière. La poursuite avec Fatima Bloch et la moto, c'est excellent. Au niveau d'action, j'ai beaucoup aimé ce passage-là aussi. D'accord. Pierre ou Eric. Scène d'action, Jamais plus jamais ou Opération Tonnerre. Moi, alors, bah, les deux. Non, mais D'accord, ça ok. dépend des scènes d'action. Je dirais, voilà, par exemple, le pré-générique, effectivement, au château d'Annette avec le combat contre, Avec Jacques Bouvard. contre Prisonnier. Jacques Bouvard. Voilà, je trouve que c'est monumental. Après, je trouve pas qu'il y a des grandes scènes en dehors de celle-là. Je trouve pas qu'il y a des grandes scènes d'action dans Opération Tonnerre. C'est vrai que le final sur le yacht en accéléré, des fois, ça passe un peu mal. Par contre, je dirais que la poursuite en moto entre la moto et la voiture de Fatima, et les autres voitures qui poursuivent, c'est une scène quand même extrêmement bien réalisée, extrêmement bien montée, même si par moment la musique est Ouais. pas à la hauteur. Mais Je rappelle c'est la bande originale de Michel Legrand, voilà, c'est très important. voilà. Je trouve que c'est une superbe scène d'action. Je trouve peut-être que la fin de Jamais plus jamais manque un peu.
de scènes d'action. On sent que ça s'accélère un petit peu et que on aurait aimé, par exemple, c'est vrai que l'espèce de le combat là dans cette espèce de cité sous-marine avec les Oui. statues, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps parce que le décor est magnifique. Et peut-être que ça manque d'action, mais il y a aussi beaucoup de gens qui reprochent à Opération Tonnerre d'avoir des scènes sous-marines qui sont trop Ah longues. oui, oui, non, c'est interminable. C'est Moi, interminable. Je moi veux je dire, moi, trouve pas. honnêtement, Opération Tonnerre, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à cause de ça. Alors, La dernière moitié du film, honnêtement, je m'endors. Avec la moi musique j'aime bien. De Barry très répétitive, etc. Bon, j'aime beaucoup le 007 thème. Mais je veux dire, bon, avec les glou-glou, les bulles, etc. Les coups de Moi j'aime harpon, bien. bon. Moi j'aime bien, mais je comprends qu'on puisse trouver ça trop long ou trop lent. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, assez fascinant. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est au tout début des batailles sous-marines, quand il n'y a pas encore de musique et on n'a que des bruits de bulles, d'eau, de harpons. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais j'avais aimé une critique du journaliste Jean-Louis Bory de l'époque, Oui. qui avait dit au Masque et la Plume, qui avait dit Opération Tonnerre, c'est un film où c'est un peu comme un film du commandant Cousteau où tout le monde serait devenu fou. Et je trouve ça génial, quoi. Et il y a quelque chose d'un peu surréaliste dans ces scènes sous-marines. Donc j'aime bien aussi. Difficile, voilà. L'un et l'autre a ces scènes d'action qui me plaisent. Eric. Globalement, Opération Tonnerre a de meilleures scènes d'action. Je pense que c'est dû quand même au montage. Même pour la fin, on peut la trouver longue, mais qu'est-ce qu'elle est bien montée, la scène, alors avec les glouglous et les harpons. Elle a quand même, elle tient quand même du modèle du genre, hein. Bon, je trouve pas la musique si répétitive, José. Bon, il y a quand même une nervosité dans le montage qui fait que malgré le fait que l'action sous-marine par sa nature est plus lente, c'est quand même extra. Autre mention, comme Julien, la D'ailleurs, scène il y a quelque chose de pré-générique. très intéressant dans Opération Tonnerre et dans Jamais plus jamais. Le directeur photo et le réalisateur des scènes sous-marines est exactement le même. C'est un certain Exactement. Rick Browning. Ben voilà, d'ailleurs, Exactement, et tourné d'ailleurs au même au même endroit. endroit. Quasiment aux Voilà. Bahamas. Et non, comme Julien, je voudrais quand même souligner une des plus belles bagarres de la saga, c'est quand même mon cher colonel Bouvard, vous auriez pas dû laisser la portière Ouais. de votre île. Bam. Exactement. Mm. Ça, c'était quand même. Et puis ces petits accélérés qui peut-être datent un peu la scène, mais qui sont, je trouve, assez efficaces encore aujourd'hui. Elle Ouais. est très chorégraphiée, c'est très ample et très stylé, quoi. Mais on attend de ça de Bond. Euh, je, je ne cracherai pas du tout sur l'excellente scène contre le Comte Lip à Shrublands. Très belle bagarre dans tout l'établissement. Je veux dire, il dévaste la moitié des salles, Oui. dont la rénovation va coûter beaucoup du maigre budget de M. C'est Exactement. mentionné dans le film. Mais ça reste, étant donné que là, on a un James Bond qui, comme le disait Pierre, plus décontracte que le tueur sadique, mais c'est aussi le James Bond en pré-retraite qui va se faire servir un martini à la piscine à la fin. Donc on sent qu'il joue aussi sur le côté âgé du personnage. Et cette scène avec le comte Lip, elle a la niaque quand même. C'était deux styles différents. J'aurais du mal à dire que peut-être que celle d'Opération Tonnerre est plus mythique que l'autre. Voilà, je suis d'accord avec l'avis général, de toute façon, qui dit que le dernier tiers de Jamais plus jamais ralentit après la mort de. Donc, et c'est vrai que si vous regardez les scénarios d'origine, on a l'explication. Il y avait un énorme suspense dans le scénario d'origine de Jamais plus jamais. Il y avait vraiment le tic-tac de la bombe avec la bombe sous Washington, Oui. Felix Leiter qui mettait en joue le docteur Kovacs, qui là est un personnage qui disparaît très très vite et qui est presque un Exactement. figurant de luxe. Et donc il y avait à la lecture, je vous jure, je vous conseille de lire ce scénario, Jamais plus jamais, version numéro un, version de septembre, je crois. Il y a beaucoup plus de suspense à la lecture du scénario que dans le film. C'est quand même assez dingue. Voilà. Mais par contre, autre scène, alors là pour le coup, sans trucage,
y compris même quand ils ont essayé d'en mettre, ils les ont retirés. C'est la scène qu'a évoquée Pierre, c'est la scène de la moto et gadget et de Barbara dans sa folle Renault 5 Turbo. Et ça, c'est une scène que j'ai vraiment excellente. Et pour le coup, d'autant plus excellente qu'on sait qu'elle n'est truquée en rien que ils ont failli casser la moto pour de bon pour quand elle fait le bond au-dessus de la voiture, que ils avaient qu'une seule Renault 5 et qu'il a fallu de temps en temps qu'il la, il la répare. Hein, là, je parle sous ton contrôle, José, parce que c'est toi qui Exactement. as fait toute la littérature là-dessus. Et donc, cette scène, quand même, elle a un côté old school, mais d'une très bonne efficacité. Peut-être que la musique jazzy, effectivement, c'est pas le top. Mais j'ai envie de vous dire que la musique jazzy n'empêche pas, contrairement à d'autres scènes, cette scène d'être efficace. Tout à fait. Voilà. On Donc, est d'accord. globalement, je pense que l'action montée par Peter Hunn d'Opération Tonnerre est plus remarquable. Mais on va dire que sur ces deux premiers tiers, il y a au moins la bagarre avec le comte Lip et la scène, on va dire, de, et puis, n'oublions pas le suspense avec les requins que j'aime bien aussi dans Jamais plus Oui, jamais. bien sûr. Voilà. Bien Oui. sûr. Donc, voilà. Mais j'avoue que je sais que José n'était pas d'accord, mais la scène sous-marine, c'est quand même un prototype à la fin d'Opération Tonnerre, même si elle aurait pu être un peu plus ramassée. Oui. Ouais, Et je pense cette bagarre elle quand aurait été même un petit contre peu le. compressée. Elle aurait Ouais. peut-être pu être plus, comment dirais-je, Euh, plus intense. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est quand même un des défauts du film général, c'est-à-dire que Opération Tonnerre, le petit qualificatif que j'y mets dessus, moi, c'est que c'est un coup bluff. J'adore le film, mais c'est ou un diplomate, là, vous savez, c'est grosses pâtisseries, ces gros gâteaux, on bourre tous les restes. Il faut que ça Exactement. tienne dans les 2 heures, mais il est presque indigeste, tellement il y en a. Bon, après, ils ont mieux équilibré les choses. C'était leur premier. C'était Et leur puis, premier film de nouveau riche, en fait, Opération Tonnerre, quelque part. et puis, C'est ce ce qui qu'il y a ressort. aussi, c'est que avant Opération Tonnerre, on n'avait jamais vu de film avec des scènes d'action sous-marine. Oui, en plus, C'est oui, vrai, pour le c'est coup, vrai, ouais. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. c'est Oui, vrai. c'est vrai. Dans l'histoire C'est du vrai. cinéma, il n'y en a pas. Et je pense que, merci à Kevin McClory, Mais oui, il a Oui, apporté qui, ça, bien bien sûr. sûr. Bien sûr. il a eu, Et il l'a apporté, Pierre, depuis 58, en plus. Il a porté mais cette idée oui, depuis 58. Exactement. depuis 58, exactement. Kevin McClory qui a commencé à bosser sur ce projet-là, avec des scènes sous-marines, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et il avait compris l'intérêt cinématographique de ces fameuses scènes, parce que les storyboards du Festival de Venise dont parlait Eric, c'est quasiment que des scènes sous-marines. Parce qu'il fallait vendre le film là-dessus, et personne n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, si vous les revoyez, ces storyboards, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Euh, Il y a des plans des deux films qu'on retrouve tels quels. D'accord. Notamment le requin qui tourne autour d'une épave. Oui. Là, pour le coup, jamais plus jamais, ils se sont pas. Ils se Oui, sont... Oui. Il y a ils ont fait des frames, un c'est les mêmes. copier-coller, ouais. Ouais. Et donc, tiens, ben, une fois n'est pas coutume, on va rentrer un petit peu dans le domaine personnel et je vais faire un tour de table rapide. Dans quel concept, dans quelle mesure et dans quelle, comment dirais-je, dans quelles circonstances avez-vous découvert les deux films respectivement, aussi bien Opération Tonnerre que Jamais plus jamais. Tiens, et on va attaquer par Julien. J'essaie de me souvenir. Je sais qu'Opération Tonnerre, je l'ai vu assez jeune, chez mes parents, et jamais plus jamais. Plus tardivement, je dirais quelques années, je vais être adolescent. D'accord. Adolescent et j'avais déjà à l'époque l'étiquette que c'était pas un vrai James Bond parce que il me manquait euh, il me manquait mon gun barrel, etc. J'ai fait c'est bizarre, enfin ça ressemble pas à James Bond. Et bah là c'était avec mon regard de jeune adolescent que je l'ai découvert. Et D'accord. pour moi ça voilà ça n'avait pas la saveur que je Ouais, connaissais il parce que manquait quelque j'en avais chose. vu. J'en avais vu bien d'autres avant et ouais, il était bizarre. Et j'avais demandé à mon père pourquoi il n'y avait pas ça, il n'avait pas vraiment su me répondre. Voilà. D'accord. Jean-Jacques. Parce qu'il me disait, bah si, c'est le James Bond, regarde, c'est Sean Connery. Eh ben oui, Voilà. forcément, ouais. Voilà un homme intelligent. Jean-Jacques. Voilà. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir Opération Tonnerre quand ils rediffusaient les Bonds dans la saga Viva James Bond dans le cinéma, quand ils ressortaient les films quelques années plus tard.
Donc c'était, je pense, au début des années 80, il me semble. Et j'ai eu la chance aussi de découvrir Jamais plus jamais au cinéma avec cette fausse guerre entre Octopussy et Jamais Oui. plus jamais. Donc c'était une année euphorique de ce côté-là. Et moi je me suis régalé, même si effectivement il y a ces petits détails que j'apprécie pas au niveau musical, mais bon ça accessoire. Le film m'a enchanté de toute façon. D'accord. On va continuer dans l'ordre de mon écran. Tiens, les pierres. Alors, Opération Tonnerre, j'ai découvert adolescent au début, milieu des années 70, lors d'un séjour linguistique en Angleterre. Festival Sean Connery, 6 films en 3 jours, en double programme. Pour moi, je pouvais pas être plus heureux. Docteur No, Les diamants sont éternels un jour. Bon baiser de Russie et on ne vit que 2 fois le lendemain. Et Goldfinger Opération Tonnerre le 3e jour. Et ça y est, j'étais conquis, j'étais T'as fou. Et t'as liquidé toutes tes économies du week-end, là. Enfin, pas du week-end, mais du voilà. séjour. Mais Juste au c'était pas cinéma. cher. C'était pas Ouais. cher le cinéma l'été, tout ça. Et effectivement, je l'ai revu ensuite comme Jean-Jacques lors du festival Viva 007 pendant l'été. Et alors, petite anecdote, j'avais 14, 15 ans et ben, vivant dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, j'allais à la plage et je me faisais prendre en photo dans les positions sur la plage, en position de Sean Connery. J'avais pas de harpon, alors je prenais mon tuba et je m'en servais comme ça. Je me faisais prendre en photo par mon père en disant, frère, prends-moi comme James Bond, comme ça. Et donc voilà, ça c'est Opération Tonnerre. Et Jamais plus jamais, ben, je l'ai vu à sa sortie, 83, D'accord. au cinéma. J'ai vu les 2 films, les 2 Bonds qui sont sortis en moins d'intervalle. Jamais plus jamais et Octopussy. Donc, quel fan n'est pas plus heureux que d'avoir 2 films en un mois? Forcément. Pierre, Eric, pardon. Ouais, alors pour la fameuse guerre des Bonds et de films de 83, pareil, hein, donc, en plus, c'est les 2 premiers que j'ai vus au Cinoche. Voilà, donc Ah, bien bah, comme marqué. En ça. plus, je suis arrivé une bonne année. Euh, donc, non, ça, j'ai vu Jamais plus jamais. D'ailleurs, Octopus était encore en salle quand j'ai vu Jamais plus jamais. J'ai vu Jamais plus jamais en premier. Et après, j'ai vu C'est un Octopussy. signe. C'est un signe, oui, Voilà. il y a quelque chose. Et après, j'ai vu Opération Tonnerre à la télévision et j'ai eu l'opportunité de le revoir au cinéma en reprise. Et donc, ouais, quand même, l'impact du grand écran sur Opération Tonnerre. J'ai revu ben, Opération Tonnerre. Je crois que Docteur No, Opération Tonnerre et You Only Live Twice, j'ai pu les voir au Cinoche. Les diamants aussi d'ailleurs. Et gros impact là aussi. Enfin, vraiment le scope, il était quand même, c'était un scope qui était pleinement exploité, quoi. Opération Tonnerre, hein, je dois dire. Donc, non, non, gros kiff. Et donc, on discutait tout à l'heure un petit peu du casting, de l'histoire, etc. Il y a aussi une thématique, les scènes d'action aussi. Il y a aussi une thématique qui est hyper importante dans un monde, et c'est spécialement valable durant les années 70-80 et d'une certaine manière dans les années 90, un peu moins ces derniers temps, c'est les lieux de tournage. Quel est selon vous le film qui prend l'ascendant sur l'autre par rapport à la qualité ce qu'on appelle des locations? Tiens, on va commencer en ordre inverse, on va recommencer par Eric. Dur. Alors celle-là, dur. Euh, j- Peut-être j'oserais dire que sur un point, pour le filmage aux Bahamas, Opération Tonnerre en a fait un meilleur usage, plus varié, mieux cadré, mieux mis en valeur dans ses coutumes, le Giancano, etc. Donc, avantage Opération Tonnerre pour les Bahamas. J'aime beaucoup l'utilisation de la Côte d'Azur dans Jamais plus jamais. Oui, Euh, donc, le casino de Monte-Carlo qu'on voyait pour la première fois, qui est quand même le casino le plus prestigieux du monde, exactement. apparaissait chez James Bond grâce aux relations du producteur. Et donc, bon, je veux dire, c'est le premier jour de tournage de Jamais plus jamais, c'était là-dedans, je ne connerie à peu dire. Enfin, il y a quand même une mystique là-dedans.
Et l'utilisation qu'ils ont fait de la Côte d'Azur, j'avoue, pour représenter aussi l'Afrique à la fin, Oui. avec l'adjonction de quelques tournages en Espagne, euh, c'était sympa aussi au niveau exotisme. Maintenant, j'imagine qu'on est en 83, mais et ça, je l'ai pas vécu, que l'impact en 65, on voyageait pas beaucoup encore. Oui. Et j'imagine que l'impact de l'exotisme, on le sent encore dans cette délectation qu'a Opération Tonnerre à nous présenter ces décors. Un petit peu comme Docteur No, quelque part. Exactement, voilà. Voilà. On n'allait pas sur. Et c'est pour ça qu'on a eu la Jamaïque et les Bahamas entre 62 et 65. C'est qu'on n'allait pas dans ces paradis qui étaient dans quelques rares livres, etc. Et je pense que cette délectation, même ne l'ayant pas connue, on la sent quand même à l'écran Bien sûr. dans Opération Tonnerre. Donc peut-être que sur les lieux de tournage, sur l'impact des lieux de tournage, sur le feeling général du film, j'ai peut-être un petit avantage à Opération Tonnerre, tout de même. D'accord. Mais Euh, j'adore ce qu'ils en ont fait dans le deuxième. d'accord. Ben, on va continuer dans le même ordre inverse que tout à l'heure, Pierre. Alors, je dirais un peu comme Eric, je crois que Opération Tonnerre fait une meilleure utilisation des Bahamas, des décors des Bahamas, même peut-être voilà, des scènes sous-marines. Je trouve qu'effectivement, il est mieux utilisé. Après, j'ai un attachement personnel à ma Côte d'Azur, Ben oui, c'est mais logique. voilà, le Fort Carré où ont été tournées les poursuites à cheval, C'est chez toi. c'est à 4 kilomètres de chez moi. Ouais. Donc j'ai un attachement. Et puis, je me souviendrai toujours, j'étais en 83, j'étais avec des copains un soir, on était sortis, on avait un peu bu, et on se retrouve à Villefranche-sur-Mer, et où c'était peut-être fin 82, début 83. On se retrouve à Villefranche-sur-Mer, et on rentre dans la citadelle, qui était un peu à l'abandon encore à ce moment-là, et on avait bu, alors on rigolait un peu, et à un moment, le copain, il a tapé contre le haut d'une porte, et ça a sonné creux, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est un décor de cinéma. Ah oui. Et on a compris, alors on savait pas à l'époque qu'il tournait James Bond, etc. Mais j'ai compris par la suite que voilà, ce moment-là où le pote a tapé et oh c'est creux, et ben voilà, c'était le tournage de Jamais De plus jamais plus jamais jamais, ouais. à ce moment-là. Et voilà, moi j'y suis aussi attaché pour ça parce que c'est des décors que je vois tous les jours et que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'ils en ont fait une bonne utilisation de tous les éléments, aussi bien l'aéroport de Nice que la citadelle de Villefranche, que le fort Carré d'Antibes, que même la Villa Efrussi qui sert Oui. qui devient Palmyra. Enfin, tout ça, je trouve qu'il y a une bonne utilisation des décors pour la Côte d'Azur. J'aimerais rajouter une toute petite chose à ce que dit Pierre. Ces lieux-là, on va revenir sur ce que tu disais, José, au tout début. Pierre et moi, on aura le plaisir de vous les faire visiter si vous venez à l'événement Palmyra de juin. On aura le plaisir de vous y amener. Et je voudrais vraiment, sous forme très anecdotique, signaler une utilisation que je n'aurais jamais attendue de la Villa Efrussi de Rothschild, dont on a été privé des extérieurs dans le film, puisqu'on n'en voit Ouais. que l'intérieur. C'est qu'un jour, je retrouve la villa en regardant un Colombo. Je me dis, Ah. que fou la villa. Et en fait, c'est pas que fou, parce que j'avais la réponse en fait dans le déroulement de l'histoire. C'était une maison funéraire en Californie. C'est tranquille. Je vous encourage à le voir. Ça s'appelle En toute amitié, l'épisode. Vous verrez. Exactement. Voilà, les stock shots à Hollywood, c'était fabuleux. Voilà. Petite, Jean-Jacques, les lieux de tournage de Jamais plus jamais ou d'Opération Tonnerre. Allez. Ah ben, je trouve un peu, je vais répondre la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, les Bahamas sont plus faciles, enfin, ils sont mieux mis en valeur dans Opération Tonnerre, notamment par les scènes sous-marines, par beaucoup de choses, même tout le reste. Après, effectivement, moi, d'ailleurs, ça fait partie des choses amusantes dans Bond, c'est de prendre une pièce, une ville, et de l'adapter à un autre endroit. On le voit très bien dans Moonraker ou Oui, Tabogo, par exemple, bien sûr. et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Et de ce côté-là, effectivement, il y a plus dans Jamais plus jamais. Donc, moi, ça serait équilibré. D'une part, par la réalisation en Bahamas, et de l'autre, Oui. par l'utilisation des différents sites, notamment en région PACA. D'accord. Julien. Pas très très original. Non, après, tu peux nous Je parler dirais- des Bahamas de Casino Royale aussi, hein, tu as le droit. Oui, je peux aussi.
Mais on va rester au sujet, mon cher José. Non, je vais dire exactement la même chose. Ou de Ce que l'espion qui j'aimerais m'aimait, souligner, c'est, tu peux aussi. oui, je l'avais. Euh, ce que je voulais souligner, c'était plutôt la photographie, moi, que je Oui. préfère dans Opération Tonnerre, que je trouve plus chaude. Enfin, à mon goût, hein, de Ted Moore, que j'aime beaucoup. Donc, il souligne, à mon goût, Ouais. mieux les décors. Après, je veux dire, on peut parler photographie. Ted Moore, c'est vrai, pour Opération Tonnerre, Douglas Slocombe pour Jamais plus jamais. Je pense qu'en fait, les films s'inscrivent tout simplement dans leur époque. Euh, Ouais. Douglas Slocombe a essayé de faire quelque chose de très actuel, quelque chose de très moderne, etc. Après, est-ce que c'est réussi? J'avoue que sur la photographie de Jamais plus jamais, il y a quelques scènes sur lesquelles j'ai des doutes. Notamment les scènes à l'intérieur de la caverne dans le final du film. La scène de casino, on a eu l'occasion de discuter avec Eric justement, Ouais. où je trouve qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Pareil pour la scène entre la confrontation finale entre Fatima Blush et James Bond. Je ne comprends pas que Fatima Blush soit légèrement floutée, là où James Bond est parfaitement net. Alors, il y a des explications pour ça. Voilà, je ne comprends Il y a- pas. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la cohérence de la photographie. Et Douglas Slocombe avait une notion de photographie à l'ancienne. Alors déjà, il faut savoir que pendant des années, on a vu de très mauvaises copies Oui, de ça c'est Jamais. vrai. Jamais. Il a jamais été défendu sur les formats. Mm. Ça c'est vrai. Donc, deux choses, et tu seras d'accord avec moi, José, il faut se référer, alors pour les formats modernes au Blu-ray, tout simplement parce que Oui, c'est moi quand je même pense que c'est la la meilleure seule version référence qu'on doit prendre actuelle. aujourd'hui. Et je vais en profiter pour vous montrer ces deux objets qui aujourd'hui sont Voilà, ça c'est les laserdiscs. Donc là, vous avez le laserdisc américain et le laserdisc français. Le laserdisc français, tu notais toi-même que c'était quand même une des images les plus contrastées Oui, qu'on ouais, avait eues ouais. de ce Là, film-là. actuellement, par rapport à Voilà. tout ce qui a existé, les Blu-ray, les DVD, Voilà. la copie Alors, Laserdisc des années laser qui est sortie en 1994, pour moi, ça reste un modèle du genre. c'est un modèle. Mais bien, alors bien sûr, effectivement, que la définition du Blu-ray est supérieure. La copie du Blu-ray était très bien, mais là, ils avaient une copie qui était encore moderne à l'époque, hein, parce que ça, C'est c'est. pour information, pour ceux qui ne le savent pas, la copie des années laser en Laserdisc venait directement de chez Orion Pictures. Ouais. Voilà, Voilà. Et c'est une donc, c'est copie vrai qu'en termes de américaine. contrat, vous redécouvririez, si vous voulez, jamais plus jamais dans des conditions, on voit maintenant les bandes de Eon avec le procédé Lowry, tout rénové, Exactement. tout pimpant, etc. Donc, déjà, il y a cette injustice qui est faite au film. Et puis Douglas Slocum, et vous pouvez le vérifier parce qu'il faisait pareil dans un Indiana Jones ou un Star Wars. Il aimait bien le soft focus et la fumée et je vais vous dire que cet effet-là, vous le trouvez dans Au service secret de Sa Majesté, quand on est dans la grange Exactement. et qu'on filme Oui. Diana Rigg, si vous voulez, de manière vaporeuse. Voilà, c'est les mêmes effets. Donc, Oui, mais lui trouvez ça, le Douglas problème, Eric, Slocum. c'est que dans la même scène, tu as Barbara Carrera qui est vaporeuse, comme tu dis, et Sean Mhm. Connery qui est parfaitement net. Mhm. Là, Ouais, honnêtement, j'ai du mal à comprendre la cohérence de la scène. ouais. Je Si pense vous que voulez. Alors que Barbara Carrera, normalement, ça aurait dû être l'effet inverse. Barbara Carrera Peut-être étant qu'il plus voulait la jeune, rendre un peu étant moins marquée, irréelle, comme étant moins marquée Barbara. physiquement, voilà. Alors que Sean Connery commençait à être pas mal ridé, avoir des rides, des ridules, Alors, etc. cela Il dit, aurait, le but, ça aurait été d'adoucir les traits de son visage. deux petites choses encore. Le Sean Connery, justement, dans beaucoup de scènes, y compris le casino, il est filmé en soft focus pour justement enlever son âge un petit peu. Il y a d'autres films comme ça, hein, les vieux Star Trek, ils nous représentent la dernière époque des capitaines Kirk et Spock, ils sont tous ridés à mort, ils sont tous shootés en soft focus Oui, pour pour en essayer gros les de maquiller à la l'estomper, ouais. lumière, quoi, vous voyez. Je veux dire, Bon, même pour ceux qui connaissent un petit peu les arcades de nos émissions, moi-même, j'utilise ce qu'on appelle du cool skin, etc., pour essayer d'estomper un petit peu. Bon, après, si je vire le logiciel, vous verrez que j'ai le visage beaucoup plus marqué. Mais ça, je veux dire, bon, non, ça mais fait bon, partie Ça n'a rien à voir. des tout va bien, procédés tout Ça n'a rien à de voir. réalisation. tout va bien. Non, non. Et puis alors, je voudrais aussi signaler une chose qu'a dit Pierre. À un moment, il parlait des super décors de la fin. Slocum a été malade pendant le tournage des scènes dans les larmes d'Allah, là, le temple Oui. qui explose, etc.
Et quand il est revenu sur le plateau, il paraît qu'il était horrifié de l'image parce que les gens qui l'avaient remplacé avaient suréclairé le décor. Ouais. Ce qui contribuait à le rendre un peu trop propre, un peu trop Hollywood fait en stuc. Tu vois, Ouais, voilà, ouais. voilà. Un petit peu carton-pâte. Là, C'est... il aurait atténué la lumière. Donc peut-être c'est un truc qu'ils auraient pu justement rétablir, au moins adoucir à l'étalonnage des Bien formats sûr. modernes. Bon, maintenant, Douglas Locombe est décédé, il est mort à 101 ans quand même, à un Oui, âge tout à fait. vénérable, 101 ou plus, je sais plus. Et donc, bon, maintenant, voilà. On peut espérer qu'un jour, José, il y ait la version ultra scope et ultra Ouais, ben, moi, colorée honnêtement, il serait temps parce du que Laserdisc en Blu-ray. Voilà. Il nous manque honnêtement, encore, depuis 94, j'ai jamais vu une copie convenable voilà. de Jamais plus jamais. Donc, La dernière est quand même pas mal. Quand même, faut dire, Et donc, c'est 103 ans pour Douglas Secombe. 103 103 ans. ans. Merci Ok. Julien pour Voilà. la précision. Oui, il est mort très tard. Bon, attention, il n'aurait pas pu retravailler sur le film. Ça faisait quand même des années que le pauvre avait une vue qui avait Ouais. complètement Oui. baissé. Donc, Il s'était arrêté à Indiana Jones, non? ou pas loin. Après, je me demande Le si tout c'est pas dernier, après, hein. c'est pas La après la dernière dernière croisade. croisade. La dernière, ouais. Hein, c'est ça. De mémoire, hein. Oui, Attends, je vais te il dire avait ça. la bus, enfin, il a eu le même genre de soucis, si vous vous en souvenez, pour Bond que Claude Renoir. Claude Le Code Renoir. Renoir, ouais, tout à fait. Pour revenir un peu aussi à la photo et à la lumière dans Jamais plus jamais, euh, effectivement, comme disait Eric, pendant longtemps, on a eu des copies d'assez mauvaise qualité, y compris les VHS qui étaient sortis à l'époque et qui étaient restés moi un petit peu dans ma mémoire. Et pour moi, c'était un film que j'aimais bien, mais que je trouvais un peu terne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai vu les Blu-ray, j'ai dit, putain, mais il y a une sacrée photo, en Bah fait. oui, bah Il y a oui. une Bah sacrée oui. image. Et il faut vraiment le voir dans ces conditions-là parce que c'est Jamais plus jamais est un film qui a une très, 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 très belle photo, très travaillée, très soignée. Oui. Mais Je vais même Jamais plus rebondir, jamais José. une très belle réalisation aussi. Hein. Je Erwin vais, Kershner, bon, c'est quand même pas, un tâcheron de base. C'est pas un Je débutant. voudrais dire une chose là, sur la photo aussi, José, une dernière précision, c'est que nous, on se rend pas compte en France. On a plutôt eu, les télés avaient déjà tendance à respecter le format plus ou moins Oui. scope, ou avec les télécinémas, etc. Il faut savoir que ceux qui ont émis, si vous voulez, l'opinion généralisée que la photo de Jamais plus jamais était atroce, etc., c'est qu'ils ont eu droit eux-mêmes à, pendant des années, à une version 4 tiers pan and scan aux États-Unis, Exactement. qui était, pour l'avoir Mhm. parcouru, j'ai juste scanné des yeux quelques secondes, qui était d'une pâleur à faire peur. Et donc, ça me permet, c'est pour ça que je rebondis sur Pierre, parce que Pierre a raison, il faut le voir maintenant dans ses formats modernes. On n'a plus de raison de critiquer cette Non, mais bien photo. sûr. Moi, Il y a- il y a- honnêtement, bon, j'ai toujours le souvenir, et c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai découvert la version Betamax de chez UGC Vidéo en 84. Format pan and scan, etc. Un truc aujourd'hui totalement regardable. complètement. Ouais. Bien, messieurs, on a parlé de Et la donc, photo. vous avez, excuse-moi, Oui, et donc, vas-y, vous avez, Jean-Jacques. vous avez trouvé le Blu-ray de Jamais plus jamais? Je ne savais pas qu'il Bien était sorti. sûr, moi. bien sûr, moi je D'accord, l'ai le attends, Blu-ray. Et j'ai vendu mon DVD à Théo. Ah bon? Oui. Ah, mais il a dû en avoir deux alors, parce que je lui en ai envoyé un, moi. Ah ben voilà, donc parce que moi j'avais un DVD et un Blu-ray, et mon DVD je l'ai vendu à Théo, et le Blu-ray je l'ai toujours. Sachant Alors, que les deux sont épuisés. Hein. Et j'ai pour, le Laserdisc. info, voilà, pour Voilà. Jean-Jacques. D'accord. Ouais. Ok. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire alors. Aujourd'hui ils sont épuisés, donc c'est impossible à trouver. Alors, si Eric, tu c'est trouves- que des 2 sur 18 exemplaires que tu as, hein. Oui. Faut préciser. Hein. Oui, non, bah, enfin, ouais, bah, non. On va sur ce terrain-là. On va sur ce terrain-là. Bon, on va sur ce terrain-là. Effectivement. Je disais ça pour plaisanter, mais ça commence à m'inquiéter. Voilà, ouais, il vaut mieux avoir de la réserve. Faut bien voir la- Vraiment ça pour Alors, plaisanter. Alors, écoute, c'est parce qu'il y a l'édition italienne, allemande, etc. Certains, il y a des livrets, il y a des petites différences. Tu as une version grecque ici, voilà. Ouais. Bon, bref. Et puis, de temps en temps, il y a ces petits objets qui me font plaisir, moi, parce que je suis un peu... Allez, vas-y, lâche-toi, ça va faire plaisir à la famille Broccoli.
faisons plaisir à tous les ayants droit. Il y a ces petits objets qui sont géniaux, où les gens, ou par opportunisme ou par ignorance, et heureusement finalement qu'ils étaient ignorants sur ces bêtises de concurrence, parce que c'est pas très intéressant. Il y a que les fans de Bond qui s'en délectent un petit peu, parce qu'on a. Mais il y a certains qui ne savaient pas, ou certains qui ont un peu fait exprès de mettre du jamais plus jamais avec un logo bien connu de nos amis. Voilà, donc Sag niemals nie, jamais plus jamais en allemand avec un joli logo 007. Ça, c'est l'objet de tous les interdits. Et je peux vous en montrer un autre qui est beaucoup plus proche de vous et que vous pourriez acquérir si vous voulez. C'est cette petite chose, ça s'appelle Jamais plus jamais. C'est la cassette vidéo UGC. Oh, Alors, il y en a deux versions. oh Et putain, oh le celle-là, scandale. c'est la version Oh, joli. du scandale. C'est Voilà. c'est quoi ce logo? Et je vous cache pas que c'est pas les seuls items. Là, je vous en ai sorti deux pour le fun, hein. Mais il y a un paquet de logo 007 qui traînouille sur des versions de l'Est, voilà, sur d'autres romans allemands. Parce que c'est les rares, les Allemands, qui ont fait un petit truc assez rigolo, c'est que Opération Tonnerre, et ils l'ont évidemment édité en allemand, Feuerball, Oui. hein, mais quand en 83 ils ont sorti Jamais plus jamais, mais ils ont retitré Feuerball Sag niemals nie, Oui. jamais plus jamais. Donc vous avez d'ailleurs, c'est précisé sur la couverture, ou si c'est pas sur la couverture, des fois c'est à l'intérieur du bouquin. Là, à l'intérieur, vous aurez Sag niemals nie, Oder Feuerball ou Opération Tonnerre. Ils ont fait vraiment un petit travail. Donc voilà, ça c'est le clin d'œil à toutes ces guéguerres un peu intestines et Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et donc, tu parlais, Jean-Jacques, Eric, pardon, de guerre intestine. J'ai précisé tout à l'heure les résultats du sondage sur notre groupe Facebook. 80% de nos membres encensent Opération Tonnerre, là où seulement 20% défendent jamais plus jamais. Bon, un rapport de 80-20. Bon, finalement, c'est pas déconnant pour un film qui est, somme toute, un film non néon, un film qui a ses qualités, qui a aussi ses défauts, qui a ses détracteurs, ses fans, etc., etc. Et justement, à propos de fans, je voudrais oui, faire un clin d'œil à un de nos fans ce soir. Je voudrais, voilà, je voudrais vous présenter cette affiche. Oups, je ne sais pas si vous la voyez, oui, oui, elle est oui. signée Erwin Kirchner. Elle m'a été gentiment envoyée par un de nos bons amis du club James Bond. Je voudrais saluer parce qu'il combat la maladie en ce moment. Et je pense fort à lui. Il s'appelle Gérard Xuxet, qui est un vieux de la vieille Que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises lors voilà, d'événements, oui. qui était là il y a des décennies et qui était un bon copain. Et bon, voilà. Donc, en ce moment, je pense bien à lui parce il est sous pression par la maladie et j'espère qu'il va j'espère qu'il la vaincra. Et donc, je voulais lui le saluer en montrant Et, et cette petite c'est affiche qu'il m'a c'est gentiment quelqu'un envoyée. c'est quelqu'un de très discret, Mm, Oui, mais c'est un sacré collectionneur. exactement. exactement. Notamment de vinyle. Et il te sort des fois des Ouais, trucs de sa collection qu'il met en ligne et tu te dis, putain, il a ça, celui-là. ouais, Ouais. Donc, Gérard, ben, on te souhaite un excellent et très rapide rétablissement. d'accord. Et on pense à toi. Ouais. Et donc, pour reprendre le fil de cette émission, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a 20% de nos abonnés qui ont voté massivement pour Opération Tonnerre, 20% seulement pour Jamais plus jamais. Je veux dire, ceci est peut-être lié à cela, le fait que Jamais plus jamais ne soit pas un film Eon Production, etc., soit considéré à tort ou à raison comme un film dissident, indépendant, etc. Je n'utiliserai jamais le terme de non officiel parce que le terme me semble totalement galvaudé. Beaucoup de gens Inexact se surtout. font, voilà, beaucoup de gens se font des gorges chaudes d'être soi-disant officiels. Suivez mon regard. Mais bon, je ne vise personne en particulier. Et finalement, on va clôturer cette émission sur une petite chose. Et je vais vous demander de vous prononcer clairement et sans embâge, de manière non équivoque, entre Jamais plus jamais et Opération Tonnerre, quel choix serait le vôtre? Et on va commencer, tiens, par Jean-Jacques. Bon, moi, je pense que c'est jamais plus jamais.
Je trouve il a un ton qui est plus, ouais, moi je préfère. Pierre, Tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. il faut faire un choix. Euh, Voilà, vous n'avez pas le choix. non, non, j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie d'en préférer un à l'autre. Ce sont deux films que j'aime beaucoup pour des raisons différentes, qui racontent un peu la même histoire et Un peu beaucoup même, hein. et j'aime les deux et pour des raisons différentes et j'ai pas envie d'en préférer un à l'autre. D'accord. Donc, par conséquent, tu t'abstiendras. Voilà. Ok. Julien, Après, sans trop d'hésitation, je serais davantage sur Opération Tonnerre. d'accord. Donc, pour l'instant, Opération Tonnerre 1, jamais plus jamais 1. Abstention 1. Eric, Suspense. Tan, tan, tan. Euh, J'adore Opération Tonnerre, hein, make no mistake là-dessus, mais je suis team jamais plus jamais. J'ai une grande affection pour ce film et son casting qu'on espère avoir, enfin d'une qualité qu'on espérerait avoir plus souvent. Donc, jamais plus jamais pour moi. d'accord. Et donc, je me prononcerai donc en dernier. Effectivement, moi, bon, vous connaissez mes goûts, je m'en suis jamais caché. J'aime bien Opération Tonnerre. Je trouve le final un peu long, un peu lent, voire très répétitif, voire un peu ennuyeux. Par conséquent, je choisirai Opération Tonnerre. Jamais plus jamais, pardon. Ah, trop tard, trop tard, trop tard. Jamais plus jamais. Et en plus, pour le coup, et on l'a pas évoqué ce soir, jamais plus jamais brille par la qualité de ses dialogues. Bien sûr. Là, on est vraiment sur du très très haut niveau de gamme. Le haut du panier des 25 films, oui. Exactement. Donc là, pour ce soir, nous sommes 5 animateurs. 3 pour Jamais plus jamais, un pour Opération Tonnerre et un vote blanc. Je veux dire, c'est complètement à l'opposé des votes et des opinions de nos abonnés. Et ça prouve bien que finalement, près de 40 ans après sa sortie, et près de 50 ans après la sortie d'Opération Tonnerre, finalement, ce grand débat est loin d'être tranché. C'est intéressant parce que c'est deux films qui ont énormément de qualité, qui ont aussi beaucoup de défauts. Jamais plus jamais n'est pas exempt de défauts. Effectivement, il y a quelques effets spéciaux qui peuvent laisser à discussion. Effectivement, il y a des décors qui font un peu carton-pâte, etc. Mais jamais plus jamais brille quand même par une grande qualité technique et une grande qualité de cinématographie, d'écriture, de dialogue, de casting. Et finalement, jamais plus jamais s'inscrit tout simplement dans son époque. Très différent de Octopussy à la même période. Mais je veux dire, ça reste quand même pour moi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vais vous laisser la parole à ce sujet-là pour clôturer cette émission. Reste quand même un film majeur de la saga, même s'il n'est pas signé par Eon Productions. Julien, Jean-Jacques, Pierre ou Eric, comme vous voulez, vous clôturez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je voudrais juste rebondir sur les dialogues parce que j'adore les dialogues de Jamais plus jamais. Euh, on en a évoqué certains et je trouve que voilà, ils ont du piquant, ils ont de la finesse, etc. Mais ceux de Jamais plus jamais, il y en a quelques-uns qui sont haut du pavé également parce que c'est une arme de femme. Mais vous y connaissez en armes? Non, mais je m'y connais en femme. Ouais. C'est extraordinaire et peut-être un de ceux que je préfère. Et le Vous avez le regard regard perçant, vous avez? perçant de ce Bond. Et encore, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu mes dents. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est un grand classique. Et là, Ça, ouais, ça, on sent la bête. Là, on sent la bête virile. exactement. Et, il brille. Ces deux films brillent par des dialogues extraordinaires. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Les dialogues d'Opération Tonnerre sont très très bien écrits. Voilà. Par contre, toujours trouvé ceux de jamais plus abondants et plus délicieux, si tu veux. Voilà, c'est pour les rencontres magiques quand même. Oh, oh, je suis désolé, je vous ai tout mouillé.
Oui, mais mon martini est resté sec. Ça, pour moi, c'est C'est culte. imbattable. C'est culte. Et il y Non, en a, il y en a quelques-uns. Je vous Il y en a citais tout plein. à Et l'heure. surtout, et surtout, je veux dire, j'en parlais dans une chronique bonne ou mauvaise il y a 15 jours, ou il y a la semaine dernière. Le combat final et la scène finale entre Fatima Blush et James Bond, je veux dire, la façon dont elle lui gueule dessus, etc. Mais c'est absolument hallucinant. Aussi bien d'ailleurs en VO qu'en VF. Et Evelyn Selena, qui double Barbara Carrera, est absolument exceptionnelle. En termes de pouvoir citer une réplique, moi, il y en a une que j'adore, c'est j'ai connu cette fille à Philadelphie. Exactement. Écrivez. Bon, voilà. Non, mais c'était. Tout à l'heure, je vous en citais un au tout début de l'émission sur le marché de la mort. Spectre est totalement impartial. Impartial, exactement. C'est une réplique pour moi qui résonne quoi, encore. Mais... Julien ou Jean-Jacques, comme vous voulez. Alors, je vais peut-être finir par un petit point VF. Est-ce que vous avez une préférence entre Jean-Claude Michel et Duclos, Georges Duclos, hein. Pour Oui. moi, ça se vaut. Pour moi, ça se vaut. Justement, c'est les deux voix en fait sonnent très Sean Connery et j'arriverais pratiquement pas à les départager parce que forcément le Sean Connery plus vieux ça sera la voix de Michel, hein. Oui. D'ailleurs c'était aussi la voix qui avait doublé la zombie, hein. Exactement. La zombie dans Au service secret de Sa ce qui Majesté. fait très bizarre, qu'une fois j'ai fait mais attends. Mais oui, Ben oui. mais oui, c'est Jean-Claude Michel. Bah tu sais, je veux Et dire, je il y a sais Sean pas. Connery aussi qui parle avec la voix de Roger Moore dans Les Diamants sont éternels. Donc, quand il imite Burt Saxby dans le casino. Ça, Mais je veux est-ce dire, que vous avez une préférence d'ailleurs Non, sur moi, ces honnêtement, doublages-là en français? très honnêtement, je pense que les deux voix se valent. Pareil, peut-être D'ailleurs, une petite préférence pour celle de Bertrand, moi, mais de toute façon, je regarde beaucoup maintenant le film en VO, je suis désolé. Oui, tout comme moi, ouais. Mais peut-être pour la deuxième que je trouve presque plus suave ou plus décontracte. Ouais. Je dis souvent que Jamais plus jamais, c'est le film Rat Pack de James Bond. C'est comme un film avec Sinatra à Las Vegas, quoi. Il y a un petit côté très décontracte dans le film qui justement n'est pas très action pour ça, mais que j'aime beaucoup. Et je trouve que la voix lui va bien là-dessus. La voix des derniers temps à Sean Connery, là. Jean-Jacques, un petit mot de conclusion. Bon, moi, c'est deux films que j'apprécie énormément, même si effectivement, je préfère Jamais plus jamais. Mais il y a la seule chose qui me gêne dans Jamais plus jamais, c'est cette BO. Je pense que s'il y avait eu un autre compositeur, peut-être que j'aurais apprécié encore plus le film. Mais oui, je l'ai aussi. Voilà, Je l'ai, Michel Legrand et version japonaise. Hop, voilà, ici Alors, comme ça. Ah. Il y a des versions qui circulent, qui ont été éonisées. Bien sûr, bien Avec sûr. un gun, des mecs qui ont rajouté un gun barrel, qui ont rajouté un générique, qui ont rajouté des musiques dessus, donc des musiques notamment de David Arnold et de John Barry, donc voilà. Oui, D'accord. Version éonisée. voilà. Et dernière réplique aussi que j'adore absolument dans Opération Tonnerre. Je l'ai pas en français, par contre, il got the point quand il tire au Bien harpon, sûr, génial. que je trouve mais délectable. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, tu vois, honnêtement, Je l'ai harponné. Oui, je je l'ai harponné, ouais. Très très bonne. Mais Derrière, honnêtement, très bonne traduction. moi, je dirais que dans Jamais plus jamais, il n'y a qu'une chose qui m'a toujours dérangé, c'est le personnage de Rowan Atkinson, que je ne supporte pas. Le mec m'insupporte physiquement. Je ne supporte pas. C'est physique. Je veux dire, après, le personnage de Nigel Small-Fawcett n'est pas désintéressant parce qu'il représente un petit peu le pendant du M très technocratique, etc. Le mec qui ne comprend rien au terrain, etc. Qui est, pour le coup, un diplomate, etc. qui est planqué au fond de son bureau. Mais je veux dire, ce personnage-là, il m'insupporte. Et il est un peu trop caricatural, oui. C'est vrai Pour le qu'il ton un général peu du beaucoup, film, ouais. hein. Il n'a pas trop sa place. Oui, Ouais, voilà. pour le ton général du film, il est un peu too much. C'est sûr. Avez-vous quelque chose à rajouter, messieurs,
On en est à 1h24 d'émission, on avait dit 90 minutes, on est pas mal. On n'a pas trop parlé des seconds rôles. Mais allons-y, on a encore à peu ils près sont 6 pas, minutes. c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'évoque pas, les pauvres second rôles. Souvent, il y en a pas des masses. Alors, on n'a pas comparé les MI6. Bon, celui de Jamais plus Oui, jamais, à c'est one shot. comparer Q Mais- à Algernon, etc. Bon, donc, j'adore Algernon beaucoup plus que le M. Mais le M, c'était vraiment, il voulait vraiment faire le fonctionnaire thatchérien du début. des années exactement, 80. le bon technocrate Voilà. de base. Le Oui, bien technocrate, sûr. donc bon, là-dessus, ça faisait son effet. Non, je pense plutôt à tous ces seconds rôles. Il y en a plus dans Opération Tonnerre pour le coup. Les hommes de main, bah, justement, celui qui got the point, qui est assez délectable, Vargas. Voilà, tous ces personnages en fait font quand même Pinder, Oui. habitent le film. Oui, Pierre. Oui, ne pas oublier Martin Beswick, qui est Exactement. quand même Beswick, qui est super. un personnage ouais. super. Bah, en fait, elle est Ouais. remplacée par Sacha Cohen-Tanougi, ouais, Cohen Tanougi, oui. bien sûr. Qui Dont le malheureusement rôle a nous a encore quitté, été charcuté dans le montage final. qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années de Pas ça. longtemps. Pas longtemps. Ouais. Non, non, et je trouvais qu'ils étaient, c'est aussi ces petits personnages. Le Felix Leiter, on l'a pas dit, mais les deux films ont de très bons Felix Leiter. Oui, Parce qu'on a eu aussi bien pire. Tiens, le film précédent, Goldfinger pour Opération Tonnerre, oui. c'était pas la joie au niveau Leiter. Là, quand même, on avait un des deux Leiter les plus efficaces. Et j'avoue que et la celui- présence physique de. Et Pardon. celui d'Opération Tonnerre est le plus ressemblant physiquement Oui, au oui. Leiter des romans. Mais Au Leiter des romans, honnêtement, exactement, c'est pas le exactement. meilleur. Pour moi, le meilleur Felix Leiter, ça reste de loin David Edison. Ah, il y a Et non pas David Norman Edison, Burton, comme vous pourrez le croire. Ouais, Ah. si on faisait un top des Felix Leiter, il y a Jack Lord, au Docteur No, Ouais. Opération Tonnerre, et effectivement David Edison qui apparaît Ouais. à la fois dans Vivre et laisser mourir et Permis de tuer. Mais il faut quand même la présence physique De Bernie Casset, ouais. de Bernie Casey, merci, dans Jamais plus jamais. Il n'a pas grand-chose à faire, il n'a pas un super gros rôle, mais il occupe bien l'écran. Mais tu vois, tiens, ouais. c'est amusant que tu parles de ça, Eric, parce que tout le monde me dit, ouais, mais c'était la première fois dans Casino Royale avec Daniel Craig Ouais, qu'on bon, voyait un ça, Felix c'est ceux qui Leiter connaissent noir, pas l'histoire. etc. Non, c'est faux, c'est faux. Je veux dire, dès 1983, dans Jamais plus jamais, on avait un Felix Leiter qui était noir. Et en plus, ils l'ont mis noir pour qu'il soit noir. Felix Leiter est jamais un personnage très intéressant, a dit Sean Connery. Et si on en faisait un noir comme ça, il sera plus intéressant, on va le remarquer. Bah oui, C'était vraiment la raison bah oui. pour laquelle ils ont choisi Bernie Casey. Mais il a une bonne présence. En tout Bien cas, sûr. à l'écran, Et ça fonctionne très bien d'ailleurs entre les Ah deux. oui, oui, non, mais Ah moi ouais, je ouais, trouve il y a que une bonne alchimie, Jean-Jacques. comment dirais-je, la relation entre Bond et Leiter dans Jamais plus jamais fonctionne très très bien pour le coup. Très très bien. Donc voilà. Bon, écoute, comme ça, à la fin de cette émission, on aura un peu mis l'accent sur ces rôles dont on ne parle Et moi, jamais, honnêtement, finalement. bon, là aussi, elle nous a quittés il y a très peu de temps de ça. Bah, j'aime beaucoup La Monnaie Pénible de Pamela Salem. Bon, même si Pamela c'est un Salem, tout petit rôle. Ouais. Très bien. Alors, le truc, c'est qu'elle ne se démarque pas dans l'écriture comment, Lois Maxwell. Oui. Ils l'ont vraiment copié-collé quasiment. Alors que Algernon, quand même, Desmond Llewellyn a su l'apprécier dans Jamais plus jamais. Faut quand même le faire. Voilà. Algie. Bon, tiens, on parlait des dialogues. Excusez-moi, mais maintenant que vous êtes de retour, Monsieur Bond, On va à nouveau baigner dans le sexe et la violence. De sexe et de violence gratuite. Je l'espère aussi, répond Bond. Ça aussi, c'était délectable. C'était la référence méta qui annonçait tout le programme du film, quoi. Ouais. Ça donne très envie de le revoir d'ailleurs. Mais oui, mais Jamais plus jamais oui. est un excellent film. Je ne le dirai jamais assez. Il est délectable. Voilà. Après, il n'est pas parfait. On parle de l'action. Kirchner disait lui-même que l'action l'intéressait pas. Donc, c'est pour ça que des fois, elle est peut-être, c'est plus l'apanage de la seconde équipe et que des fois, même Exactement. à la fin, elle est un peu plan-plan. Mais le film est délectable. C'est ça, Jean-Jacques. Hein, c'est un film, tu prends plaisir avec les personnages, à l'humour, c'est comme dit. C'est un de nos bons amis qui dit humour et des contractions. Mais c'est tout à fait, Exactement. c'est tout à fait ça, ce film. Alex, Alex, voilà, qu'on salue, ouais, qui est à Nancy.
Voilà, notre ami de Nancy qui a joué avec nous dans Châteaurennes avec Pierre. Voilà. Bah Donc écoutez, voilà. merci messieurs, on en est à 1h29 et 31 secondes d'émission. On est parfait au niveau timing. On avait dit 90 minutes. Je veux dire, après, on pourrait développer davantage un petit peu les différences fondamentales qu'il y a entre Jamais plus jamais et Opération Tonnerre. Après, comme on dit, comparaison n'est pas raison. On a un film qui a été tourné au milieu des années 60, un autre qui a été tourné au début des années 80. On n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, on n'est pas du tout dans les mêmes paradigmes, on n'est pas dans le même budget non plus, et on n'est pas dans les mêmes conditions de production. Même si un seul homme est à la tête des deux projets, Monsieur Kevin McClory, qui malheureusement lui aussi nous a quittés. Comme tu l'expliquais dans notre spécial Jamais plus jamais qu'on a fait maintenant il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, au mois de juillet 2021. La production de Jamais plus jamais n'a pas été évidente. Il était question de procès du matin au soir, etc. Avec les avocats d'Eon d'un côté, les avocats de Orion Pictures et de Thalia Film de l'autre, etc. Les deux films n'ont pas été faciles à produire, aussi bien Octopussy que Jamais plus jamais. Ça fut ce que la presse à scandale a aimé appeler à l'époque la guerre des mondes. On avait déjà fait un numéro du Le Bond, le 33, pour ceux qui ont leur collection du Le Bond du club James Bond. Et c'est Pierre qui avait signé. C'était moi qui étais le rare rédacteur en chef de ce numéro-là. Et Pierre m'avait dit, oui, je m'occupe du tournage. Et on avait titré l'article de Pierre. Je sais pas si c'est toi, Pierre, qui l'avait titré, mais en tout cas, le titre, c'était Un tournage en enfer. Ah oui, mais exactement. Mais c'est exactement ça. Où il était question que de procès du matin au Et le soir. procès du matin au soir. Ouais, ouais. Mais cela dit, ça n'empêche pas que ce sont 3 films très réussis. Octopussy est un film très réussi. Jamais plus jamais est un film très réussi. Opération Tonnerre, beaucoup plus tôt, était un film très réussi. Tous les films n'ont pas eu cette chance-là. Pour les films dissidents, ce n'a pas été le cas, par exemple, pour Casino Royale 67. Mais bon, on va pas rentrer dans la polémique ce soir. Merci. Merci Pierre, merci Julien, merci Jean-Jacques, merci Eric. Merci à vous. 1h33 d'émission, c'est parfait, on est pile poil dans le timing. Merci à vous quatre. Les prochaines émissions, naturellement, il y aura, n'oubliez pas, la spéciale Bon baiser de Russie aux alentours du 15 mai. On a beaucoup de directs en cours de préparation, notamment les romans de continuation, notamment une spéciale cinéma, comme on l'avait fait un petit peu il y a 6 mois en arrière, parce que c'est un format que vous aviez plébiscité, et on va revenir là-dessus, même si on sera sur un format beaucoup plus court que les 3 heures qu'on avait fait la dernière fois. Peut-être un bon daton aussi à l'occasion de la nomination du nouvel acteur. Encore aujourd'hui, malheureusement, Aaron Taylor-Johnson n'a toujours pas signé son contrat. Voilà. Bon. Mais quelle franchise? De quoi tu parles? Donc, on verra bien. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait la franchise James Bond dans les mois ou dans les années à venir. On sera bien à attendre de savoir. Tu n'es pas le seul. Toujours est-il que 007 TV, elle, ne s'arrêtera pas. On continuera à vous produire des contenus, des chroniques, etc. On a beaucoup de choses dans les tuyaux, notamment pas mal d'interviews, etc. qui nous restent à monter. Dès demain soir, je serai en vacances, donc je vais pouvoir me mettre au montage de pas mal de vidéos qui ont été tournées il y a plusieurs mois en arrière, etc. Et je sais que c'est demandé, y compris par les personnes qui nous ont accordé le privilège et la gentillesse de nous accorder des interviews. Malheureusement, ben oui, comme je le disais, on a tous des vies privées, on a tous des vies professionnelles, et c'est pas forcément évident de faire cohabiter tout ça. Surtout que moi, contrairement à Pierre, je n'ai pas la chance d'être à la retraite. Ouch, la balle perdue. Et c'est pour ça que nous n'avons pas encore fait le tour de James Bond. Exactement, parce qu'on a le temps. Voilà, on a le temps. Merci à tous, merci à toutes. Allez, un petit mot de conclusion, chacun à votre tour, et après on clôture. Julien, allez, tiens, puisque on t'a pas entendu beaucoup ce soir. Mot de conclusion, c'est juste un mot. Bah, si tu veux parler de la campagne des Européennes, vas-y. Non, juste un mot, Bahamas. D'accord, ok. C'est pas le Camoulox, hein. Jean-Jacques. Ah bah moi j'ai passé le mot, s'il y a quelqu'un qui a un Blu-ray et qui veut s'en séparer, je suis preneur. D'accord, ok. Bah, l'appel est lancé. Pierre ou Eric, comme vous voulez.
Bah, écoutez, Allez, en tout cas, sur Entre jamais plus jamais et Opération Tonnerre, j'espère que you've got the point. Et Pierre? entre jamais plus jamais et Opération Tonnerre, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, bon bah donc au moins tu es invariable sur ton point de vue. Je vous rappelle à toutes et à toutes d'ailleurs que si vous voulez vous intéresser vraiment à Jamais plus jamais, vous avez la possibilité d'acquérir sur le site www.jamesbond007.net, donc le site de nos amis du club James Bond, le archive consacré à Jamais plus jamais, à laquelle Pierre, Eric et moi-même avons participé. Un très beau magazine de 64 pages tout en couleur, consacré uniquement au film de 1983. Je vous rappelle aussi l'événement co-organisé par le Club James Bond le 20 juin à Villefranche-sur-Mer, ayant pour invité Barbara Carrera et Mike Ruinrad, le cascadeur qui a conduit la moto, la Yamaha 750 CK Turbo. Voilà. Et d'ici là, nous, on va se retrouver d'ici peut-être une semaine, 15 jours, etc. Peut-être à l'occasion de chronique aussi. Et je vous souhaite à toutes et à toutes, écoutez, pour le coup, une excellente soirée. Bye bye. Bonne soirée.